plus le temps, que je suis dans la galère. Maintenant, j'ai trouvé une copine, j'essaie de me mettre. Regardez, je suis fiancé. Rangez-vous. J'ai envie de me ranger. Il faut vous ranger. Si je rentre en prison, ça va tout me gâcher. À 19 ans et demi, vous avez largement le temps de vous refaire. Il est encore temps. Si je vais en prison, je ressors, je serai encore dans la rue, je serai encore dans la rue. Eh bien, je vous souhaite de ne pas aller en prison. Coupable ou victime, nul n'entre ici sans crainte ou sans espoir. Délinquant occasionnel ou récidiviste, victime de vol ou d'agression, famille déchirée ou couple en instance de divorce, tous se croisent sur ces bancs et dans ces couloirs. Qu'attendent-ils réellement de cette justice qu'ils rencontrent souvent pour la première fois? Que peuvent leur apporter les magistrats submergés par l'afflux des plaintes, le manque de temps et de moyens? Comment fonctionne cette justice quotidienne, ordinaire, que l'on dit lente, distante, peu humaine, et qui reste pourtant la gardienne des promesses d'égalité et de liberté? Pour répondre à toutes ces questions, le tribunal de grande instance de Nanterre nous accueille et nous ouvre pour la première fois, et avec l'accord des justiciables, la porte de certaines de ses audiences. Oui, Madame Ganancia. Est-ce que vous avez une affaire complète, Madame? Une affaire qui est faire? Oui, vous pouvez la faire monter alors. Très bien. Vous allez assister à une audience dans mon cabinet. Normalement, les affaires devant les juges aux affaires familiales ne sont pas publiques, car ce sont des affaires intimes qui touchent à la vie privée. Là, les parties ont accepté d'être filmées, donc je vous invite à entrer. Bonjour, maître. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Bien, donc, je suis saisie d'une demande de monsieur Kieffer, monsieur. Vous avez donc demandé une diminution de la pension alimentaire pour vos enfants qui avait été fixée par le jugement de divorce du 17 novembre 1992, qui avait fixé donc la pension, la contribution à l'entretien de vos enfants, de vos 3 enfants, à 7 500 francs au total. Et puis, vous m'avez donc demandé une diminution de cette pension au motif que votre situation financière avait changé. Oui. Alors, vous allez nous expliquer ça, monsieur? J'ai une baisse des revenus à peu près équivalente à la moitié de mes revenus en l'espace de 5 ans, et surtout sur la dernière année 1996. Alors, quelle est aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, la pension actuelle est de 8 000, vous dites, maître, hein, 8 000 francs pour 3 enfants. Réévalué, ça fait 8 000 francs. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, monsieur? Moi, j'ai proposé une indexation sur mon bénéfice. Non, non, mais vous demandez une réduction. Je demande 3 600 francs pour les 3 enfants. Maître, qu'est-ce que vous pensez donc de cette... Et madame peut-être a quelque chose à dire personnellement sur cette demande de réduction? Oui, de toute façon, je ne suis pas du tout d'accord sur cette baisse de revenus. Hein. Oui, vous voulez dire sur ce qu'ils proposent? Avec 3 600 francs, je ne peux pas entretenir mes 3 enfants. Ils ont quel âge? L'aîné a 11 ans, 11 ans, 9 ans et demi et 8 ans. Non, si vous voulez, le véritable problème, c'est qu'effectivement, la baisse qui est sollicitée va mettre Mme Kieffer dans une situation vraiment difficile, dès lors qu'elle a un budget qui est quand même très serré, et dès lors que la diminution représente 40% de la pension actuelle, ce qui est quand même énorme. Je voudrais faire remarquer simplement que bon, si ça continue comme ça, je serai en cessation de paiement, puis c'est tout. Je peux pas les inventer, je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Oui, la diminution que vous proposez, c'est de 40%. Alors, vous dites que vous-même, votre baisse est de 25%. Ah oui. Déjà, donc déjà... Non, moi j'ai pas dit que ma baisse était de 25%. Si. Par rapport à la pension alimentaire versée en 92 lorsque nous avons divorcé, elle est de plus de 50%. Bon, bah voilà quoi. Ouais. Enfin, ça implique beaucoup de choses pour les enfants. Ah oui, c'est certain. Je veux dire, moi toute seule, je veux dire, ça pose aucun problème, parce qu'à la limite, j'ai pas besoin de ça. Mais enfin, pour les enfants, ça implique toute une remise en question et toute leur vie va changer à cause de ça. Donc maintenant, le problème est autre. Effectivement, on en a déjà parlé, on va pas en débattre ici. Donc c'est un style de vie que tu dois changer et acquérir d'une façon différente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc peut-être qu'effectivement, madame, ça va être un petit peu difficile d'imaginer une diminution. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais je ne l'ai pas encore fixée. Donc, je ne l'ai pas encore fixée. Je vais la fixer en regardant attentivement vos dossiers, avec tous ceux dont vous me justifiez chacun. Je vais éplucher tout ça, et puis je réfléchirai, et puis j'essaierai de faire quelque chose équitable, qui ne pénalise pas trop monsieur, mais qui ne pénalise surtout pas vos enfants. Hein. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui satisfasse chacun. Voilà. Au revoir, maître. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.
C'est la toute première fois, Madame Ganancia, que la télévision pouvait filmer une audience d'affaires familiales. Alors pourquoi vous avez donc, estimé qu'il était souhaitable justement que le public puisse y avoir accès? Bien, parce que je pense qu'il faut que la justice soit plus transparente, dans la mesure où les gens ont une image très négative de la justice. Ils ont l'impression que les juges rendent leurs décisions d'une façon très expéditive, très stéréotypée, qu'ils n'écoutent pas les gens. Et je crois qu'il faut restituer la réalité d'une audience où le juge est justement là pour d'abord écouter les besoins des parties. Alors vous, Jérôme, vous êtes ici et vous connaissez bien ce tribunal de Nanterre parce que vous y êtes venu de nombreuses fois pour un divorce qui était un vrai parcours du combattant. Difficile, oui. Difficile, et que vous avez demandé il y a maintenant 5 ans. Oui, c'est en 1993. Et vous avez, vous, 2 enfants. Donc vous apporterez peut-être votre témoignage après? Oui, avec grand plaisir. Madame Ganancia, l'audience à laquelle on vient d'assister, est-ce qu'elle reflète le climat habituel justement de ce genre d'audience dans les affaires familiales, les divorces? Oh non, non, pas du tout. Si je puis dire, c'était une audience idéale, entre guillemets, en ce sens où les choses se sont passées très sereinement. Le conflit était véritablement circonscrit à un problème réel de pension alimentaire, de diminution de revenus. Alors que d'habitude, l'ambiance dans nos cabinets, qui règne dans nos cabinets, c'est... Dans le cabinet du juge. Dans le cabinet du juge, bien sûr. C'est une ambiance extrêmement épaisse de décharge, d'émotions, d'affect, de haine, parfois. Donc vous êtes au centre du conflit intime. Avant d'être un problème de droit, le conflit qui se joue entre des personnes est d'abord un conflit affectif, émotionnel, psychologique. Et je crois d'ailleurs que quand on est juge aux affaires familiales, si on n'a pas ce sens premier de l'écoute et de l'humain, et cette envie aussi de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, il vaut mieux faire autre chose. L'audience a duré combien de temps, celle à laquelle on a assisté? Elle a duré très très peu de temps, elle a duré 10-15 minutes. Et croyez-moi, c'est pas le temps habituel que nous consacrons aux affaires. Il y a des affaires où les enjeux sont tellement lourds, tellement importants. Ça peut durer combien de temps? 1 heure, facilement. Mais ce qui semble peu aussi par rapport à toute une vie qui est déversée devant vous. Je suis tout à fait d'accord, et les gens, la plupart du temps, nous disent que c'est scandaleux que les juges traitent le problème de leur vie en un quart d'heure. Car c'est le temps que nous avons officiellement sur notre planning. Est-ce que vous pensez, vous, justement, que la justice peut trancher dans une affaire intime? Et sur quels critères, d'ailleurs? Vous savez qui a tort, qui a raison? Vous entrez dans... Il y a toute une vie. Qu'est-ce que vous savez, vous? Qu'est-ce que vous avez comme élément? C'est votre instinct? C'est subjectif, c'est vrai. C'est approximatif. Le juge peut simplement, à mon avis, constater qu'il y a couple ou qu'il n'y a pas couple, faire le constat de l'échec du couple, mais il ne peut pas démêler dans la profondeur des histoires privées qui est à l'origine de l'échec, de la rupture, parce que la vie privée des individus, c'est l'affaire des individus qui doivent la régler en adulte. Comme ils se sont choisis en adulte, ils doivent se démarier en adulte, c'est-à-dire voir ce qui, dans leur histoire commune, a fait et a abouti à cet échec, au lieu d'appeler le juge bobo pour punir l'autre de l'échec du couple et pour lui demander de réparer ses souffrances. Et sur quelle base? Sur quelle base? Effectivement, voilà, trancher à un moment donné. Je vais trancher sur le problème de l'intérêt de l'enfant. Et ce qui apparaît justement dans toutes ces audiences qui tournent autour de l'enfant, c'est que malheureusement, l'enfant est utilisé comme un instrument dans le problème du conflit des parents. Bien sûr, c'est un enjeu terrible. C'est un enjeu terrible, mais il faut d'abord déjà comprendre le mécanisme du conflit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents sont en conflit au sujet de l'enfant, il va y avoir une espèce de tentative par l'un ou par l'autre, souvent malheureusement par la mère, je dois bien le dire, d'appropriation de l'enfant. Cette appropriation, elle est destinée soit à faire payer l'autre de la souffrance, de l'abandon,
soit à réparer une blessure narcissique profonde. Donc ils attendent tout de vous. Ils attendent tout, absolument. Ils attendent tout de la justice. Ils à ce attendent moment-là. tout de la justice. Ils se situent dans un combat, dans une logique de gagnant-perdant. C'est à celui qui va gagner ou qui va perdre, sans savoir que le seul perdant dans une logique de guerre comme cela, c'est l'enfant. Avec parfois l'envie de ne pas entendre, de ne pas être témoin de ce qui se dit. Avec l'envie parfois de se demander comment les gens sont aussi aveuglés par leur propre souffrance qu'ils en oublient complètement d'être parents. L'autre jour, il y avait dans une audience un couple où la femme forçait l'enfant à déchirer les livres du père. Et l'enfant est allé vers le père en disant « Papa, j'ai déchiré ton livre et je veux mourir ». Quand on voit des choses comme ça, des situations aussi poignantes, et quand on voit des parents aussi incapables d'être parents, d'être aussi irresponsables, on ne sait plus quoi faire. On est dans un sentiment parfois d'impuissance. Alors on se dit heureusement qu'il y a la médiation, parce que c'est la seule chance où on va pouvoir rendre responsables des parents qui ont tellement régressé dans ont tellement régressé qu'ils sont plus parents, c'est-à-dire incapables de protéger leur enfant. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y a un divorce sur 2 à Paris et dans les grandes villes, un divorce sur 3 en moyenne dans la France entière. Il y a 50% des divorces qui se retrouvent ensuite en contentieux. Ah oui, absolument. Parce que ça veut bien dire que les procédures du divorce actuelles ne sont pas adaptées aux besoins des gens et qu'il y a une nécessité absolue de les faire évoluer pour qu'au moment du divorce, le problème soit réglé dans son ensemble, une fois pour toutes. Parce que si le conflit du couple n'est pas réglé en profondeur au moment du divorce, il ressurgira nécessairement sous n'importe quel prétexte. Ça pourra être la pension alimentaire des enfants, ça pourra être les droits de visite et d'hébergement, ça pourra être l'autorité parentale. N'importe quoi sera prétexte à faire ressurgir un conflit qui n'a pas été réglé et qui est comme un brasier mal éteint et qui fait feu. Bien sûr, c'est la preuve de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a 50%, c'est cela, de divorces par faute, 50% de divorces par consentement mutuel. C'est ça, les divorces se répartissent globalement, je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, mais globalement en 2 types de divorces, c'est-à-dire les divorces pour faute et les divorces par consentement mutuel. Jérôme, divorce par faute, divorce par consentement mutuel, c'est un peu toute votre histoire. Vous avez 2 enfants, vous êtes directeur artistique, vous avez entamé une procédure de divorce il y a combien de temps maintenant ? 5 ans. Vous aviez, vous, demandé la garde de vos enfants ? Non, je n'ai pas eu le temps de la demander. En réalité, ça s'est passé extrêmement vite dans le bureau du juge. Donc vous avez eu le sentiment de ne pas être entendu ? C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de me défendre de ce dont on m'accusait, plutôt que d'essayer de parler du véritable problème, qui était le problème des enfants. C'est entre autres pourquoi il y a eu ensuite contentieux et qu'on est retourné devant Madame le juge pour essayer de trouver d'autres accords. Vous étiez en pleine crise de couple à ce moment-là ? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des relations absolument normalisées avec votre femme. Alors, tout va bien. Voilà. Mais vous, au départ, vous vouliez quoi ? Vous vouliez un divorce tous les 2 par consentement mutuel oui, parce que c'est bien, je crois que c'était ça votre histoire. On s'était mis d'accord, après un mois de situation provisoire où on s'est un peu observé, on s'est mis d'accord pour divorcer par consentement mutuel. Et lorsque j'ai reçu les conclusions de l'avocat, qu'il proposait au juge de son avocat, là j'étais stupéfait parce qu'on ne parlait plus de divorce pour consentement mutuel, mais de divorce pour faute. Et vous savez comment ça a pu se tordre de cette manière-là ? Oui, ça s'est tordu, évidemment, puisqu'entre le moment où nous avions décidé de divorcer et le moment où, on a pu avoir le temps de rencontrer nos avocats et de mettre sur pied ce divorce, il s'établit un certain temps pendant lequel les gens peuvent changer d'avis. C'est-à-dire que mon ex-épouse avait peut-être un certain nombre de reproches et de griefs contre moi, et l'avocat n'a fait en fait qu'amplifier, ou tout au moins écrire en noir sur blanc ce problème. C'est que
le consentement mutuel suppose qu'on soit d'accord absolument sur tout. C'est-à-dire non seulement sur le problème des enfants, des biens, mais y compris jusqu'à la dernière petite cuillère à partager. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur tout et qu'ils veulent divorcer, eh bien, il ne leur reste plus que cette procédure pour faute. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, pourtant en 98, en France, je voudrais divorcer parce qu'il y a mésentente, parce qu'il y a impossibilité de vivre ensemble, parce qu'il y a des amours, hein, parce que je suis partie, parce que la vie commune est invivable. On ne peut même pas reconnaître ses propres torts pour divorcer. Non, la loi oblige, pour pouvoir se libérer du mariage, d'accuser l'autre. C'est ça le divorce pour faute. Et c'est pourquoi un de mes combats est justement la suppression de ce divorce pour faute qui est éminemment destructeur. Donc vous êtes retrouvés, vous, 2 ans après, aussi en contentieux? Tout à fait. Je me suis retrouvé en contentieux sur la pension alimentaire. Et là, je dois bien dire que ça a été extrêmement difficile de nous amener sur une table de négociation. Donc il y a eu plusieurs jugements provisoires qui ont abouti à ce que la seule solution pour Madame le juge était de proposer une médiation pour véritablement nous mettre en confrontation, face à face. Vous l'avez accepté? Ah oui, absolument, je l'ai accepté. Vous êtes mis d'accord au terme de cette médiation? Oui, nous avons donc eu l'occasion de nous rencontrer plusieurs fois. C'est vrai qu'au début, c'était assez tendu, difficile, mais je dirais ça m'a appris à respecter mon ex-épouse et à essayer de construire quelque chose. Même si nous sommes divorcés, il y a tout. Enfin, les enfants, c'est pour la vie, donc il faut continuer à construire pour eux. Voilà. Ça semble assez incroyable, non, que ce soit, dans le fond, la justice qui a porté ça. Pour moi, la vertu d'une décision de justice en matière familiale, c'est pacifier et construire. Et pacifier et construire, c'est d'abord restituer aux parents leur vraie et leur première place, qui est la leur. Hein. C'est d'expliquer aux parents, vous vous attendez de nous, qu'on répare votre lien, qu'on répare vos souffrances. Donc si vous n'êtes pas capable de retrouver cette communication minimale pour prendre des décisions ensemble, pour apprendre à vous parler en tant que parents, à vous respecter en tant que parents, à faire que vos enfants ne soient pas déchirés en permanence par vos conflits, eh bien, allez trouver cette aide en médiation. Et là, je crois que c'est très précieux parce que, à la fois, ça permet de retrouver cette communication et à la fois, ça la responsabilise. Et à ce moment-là, ils n'auront plus besoin d'aller se décharger de leurs problèmes sur les juges. Depuis qu'on est venu ici, à chaque fois que tu as eu les enfants, je te dis quoi que ce soit. Attends, je te parle pas de ma tante. Tu veux parler aux enfants, tiens, je te les passe. Point final, et ils raccrochent. Attends, non, mais attends, Tony, il y a avant et après. Là, on est en train de voir après. Oui. Avant, c'est dès que je t'avais au téléphone, je voyais où je t'envoyais promener. D'accord. Maintenant, depuis qu'on est venu ici, chaque fois que tu as eu les enfants, est-ce que je t'ai dit une parole de travers? Ah non. Alors, tu arrêtes de mélanger ta salade, tu fais bien salade et vinaigrette. C'est tout. Je mets un point d'interrogation par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que se passe maintenant. Quand monsieur appelle, les enfants sont seuls pour répondre ou... Ils répondent, mais je mets le haut-parleur. Ah, parce que vous l'entendez? Je veux entendre, oui. Ah. Je ne dis rien, mais je veux entendre. Ouais. Pour le coup de Noël. C'est-à-dire? Quand il a eu le 21, le 21, tu as eu la petite au téléphone, je lui passe la petite au téléphone, bon, il me demande la petite, je lui passe. Bon, allô, bonjour, Alison, ça va, tatati, tatata. Tu veux venir passer Noël chez papa? Alors du coup, j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, attends, tu joues à quoi? J'ai dit, ça fait 1 an que tu les vois pas, tu téléphones, tu veux voir la petite, c'est dans 3 jours Noël, chez moi, j'ai rien prévu, quoi. J'ai dit, non, j'attendais justement qu'il propose à la petite. Alors je lui ai dit, non. Alors des trucs comme ça, moi je suis désolée, je mets le haut-parleur. Quand j'aurai confiance, je ne le mettrai pas. Qui c'est qui est le premier concerné? C'est d'abord l'enfant. Par la loi maintenant. Alors premièrement par la loi c'est madame, deuxièmement pour afficher le respect que vous devez, c'est madame, et troisièmement pour que les enfants, allez je vous explique là, juste à et pour que les enfants deviennent libres de dire j'ai envie d'aller voir maman, il vaut mieux que leur mère soit au courant auparavant. Si ça m'aurait dit non, j'aurais pas eu besoin de demander à la mère. Elle m'aurait dit oui, je demande à la mère.
en fonction de... Non, dans la logique, tu me demandes à moi, et après, si moi je suis d'accord, tu demandes à la petite. Attends, moi, j'ai pas pensé ça. C'est une logique, surtout 3 jours avant Noël. Noël, tu te prépares la veille, c'est vrai. La logique, parfois, ça n'a rien à voir. Oui. Moi, j'ai pensé d'abord parler avec l'enfant. Dans l'enfant, je t'aurais mis au courant. Bien sûr. D'accord? Maintenant, tu m'aurais dit, bah non, parce que ceci, parce que cela, j'aurais dit, ok, je vais pas en l'encontre. Je vais pas bloquer non plus les enfants contre leur mère. Ça, c'est pas dans mon intérêt non plus. Ni dans votre attention. Voilà. Oui. Il faut que ça passe quand même par la mère, c'est ce qui se passe généralement, et elle essayait de vous expliquer pourquoi, c'est qu'elle tient effectivement, j'allais dire, le calendrier et l'organisation. Et donc il vaut mieux que vous commenciez par demander à madame, j'ai envie, je pense, à inviter Alison demain après-demain, est-ce que ça vous dérange ou pas? Si ça vous dérange, pas de problème, ça sera pour une autre fois. Si ça vous dérange pas, ça me fera vachement plaisir. Voilà. Et alors, si madame vous dit, ok, ça me paraît possible, à ce moment-là, vous pouvez en parler à Alison sans risque de la déstabiliser un petit peu. Hein, c'est ça, vous diriez? Un petit peu, vous comprenez? Hein? Parce qu'après ça, la gamine, si vous lui dites, je te viens après-demain, la gamine vachement heureuse, sa mère lui dit, c'est pas possible, ça va être difficile pour elle de vivre cette déception. Et par conséquent, ça va être difficile à vivre pour sa mère après. Bah, ça s'est plus ou moins bien... on a eu un bon contact, il y a eu des choses concrètes. C'est bien parti. Je pense que c'est bien parti, je croise les doigts. Monsieur Julien, la médiation familiale à laquelle on vient d'assister, vous avez l'impression que c'est une scène de ménage avec témoin, en l'occurrence vous, je ne parle pas des caméras, ou c'est un acte judiciaire? Ça n'est certainement pas dans mon esprit un acte judiciaire. C'est plutôt une occasion pour ces deux personnes, cette femme et cet homme, de reprendre un peu en main le différend qui les réunit, si j'ose dire, et de se dire ce qu'ils ont à se dire pour essayer de construire quelque chose qui ne soit pas sur le sable, mais sur des réalités. Et vous êtes quoi alors? Et vous êtes qui? Enfin, médiateur, oui, mais ça veut dire que vous laissez les gens le plus possible parler? Je les laisse le plus possible parler, au moins un temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils expriment, qu'ils vident leur cœur, qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, et puis aussi ils sont là pour construire quelque chose. Le principal, c'est que l'homme et la femme et l'homme, par ordre alphabétique, discutent, échangent des opinions. Hein. C'est ça le jeu, entre guillemets, au sens de pièces qui jouent entre elles, c'est que le dialogue se renoue. Et je dirais que peu importe les moyens, en définitive, pourvu qu'ils ne se sentent pas obligés de suivre le médiateur. Hein. Voilà. Donc, à tout instant, il faut peser avantages et inconvénients des solutions qui s'avancent. Et quelquefois, j'envoie une piste qui est un peu une provocation. Ça arrive quand c'est bloqué. Alors, Catherine, vous êtes actuellement en médiation avec Monsieur Julien. Tout à fait. Depuis maintenant quelques mois? Oui, depuis 2 mois. Alors moi, j'en suis au tout début de la médiation. Mais j'attends beaucoup de cette médiation parce que ça fait 9 ans que je suis séparée. J'ai un enfant et... Sans être mariée? Sans être mariée. Et il n'y a aucune communication. Et donc, à chaque fois, c'est à travers notre enfant que nous passons les messages, ce qui est très mauvais pour l'enfant. Mais pourquoi il vous a fallu attendre 9 ans pour être en médiation? Eh bien, parce que je n'étais pas au courant que la médiation pouvait exister, je ne savais pas du tout. À la séparation, on a eu un premier jugement. Tout de suite, donc il y a 9 ans. Il y a 9 ans, il y a eu un jugement qui a statué sur le droit de visite et d'hébergement et la garde. Mais ça n'a pas résolu le problème de communication. Donc je suis retournée voir le juge pour lui dire ça va pas, il faut faire quelque chose. Et donc le juge m'a envoyée en médiation. C'était le juge qu'il fallait voir pour régler ce problème de communication, c'est ça qui est surprenant? Non, mais vous ne saviez pas qui allait voir? Je ne savais pas qui allait voir. Je ne savais pas comment régler le problème et qui allait voir pour régler ce problème. Le jugement. Hein, oui. J'imagine que c'est sur la garde de l'enfant, oui. Puisque vous n'êtes pas mariée. Oui. Donc c'était ça. Oui, mais ça a toujours été ça. Et donc à la deuxième médiation, vous avez pu commencer un peu à dire des choses? À dire des choses, oui.
Alors c'est bon, c'est plus ou moins mal reçu, hein, de mon côté comme de son côté, mais au moins c'est dit. Et là, vous avez l'impression d'avancer peu à peu? On n'en est qu'au début, mais comme je vous dis, oui, il y a des petits détails comme dire bonjour au téléphone, chose que c'est jamais passé avant. Maintenant, au téléphone, on se dit bonjour. C'est des détails, mais c'est des détails qui sont importants. Enfin, pour un début, qui sont quand même importants, quoi. Alors vous n'avez pas un parcours ni d'avocat ni de magistrat, puisque vous êtes un ancien ingénieur, pardon. Oui, c'est ça, ingénieur chimiste. Oui. Ingénieur chimiste, voilà. Et vous êtes vous-même divorcé. Exact. Avec plusieurs enfants, 3 enfants. 3 enfants. Alors comment vous en êtes... Et vous avez fait de la médiation, je crois, en entreprise déjà. Et je fais de la communication en entreprise à la fin de ma vie professionnelle. Et qu'après cela, je me suis décidé à être médiateur, à essayer d'être médiateur. Mais j'ai aussi bien entendu des choses dans mon histoire familiale, mon divorce par exemple, mais aussi encore un peu plus loin, des situations qui m'ont amené à penser qu'il fallait traiter les conflits et ne pas les laisser en l'état. S'il y a si peu d'hommes en fonction, donc aux affaires familiales, que ce soit en médiation au niveau des juges, parce que c'est une profession un peu dévalorisée, non? Souvent on est... Alors c'est un métier sous-payé, voilà, oui, donc effectivement les femmes sont, j'allais dire, les spécialistes des métiers sous-payés, sont bien sûr à leur corps défendant. Est-ce que pour vous il vous semble indispensable d'avoir connu le divorce pour être un bon médiateur dans les affaires enfin, on va dire de séparation générale et de garde d'enfants? Je ne pense pas que ça soit indispensable, mais je crois que ça apporte une des qualités du médiateur, c'est d'être tolérant et de ne jamais être surpris par l'histoire qui arrive dans un couple, chez un homme et chez une femme qui ont vécu des choses ensemble. Tout est possible, tout peut arriver et tout le monde se débrouille comme il peut pour ou y rester ou en sortir avec le minimum de dégâts. Vous faites la morale, vous essayez de l'éviter justement? Eh bien non, je ne suis pas juge ni censeur, donc j'espère là aussi ne pas faire la morale. Simplement je dis d'entrée que l'expérience que j'ai acquise dans cette profession, ce métier, y compris dans un lieu d'accueil enfants-parents, m'amène à savoir un certain nombre de choses qui peuvent être dommageables à l'épanouissement de l'enfant et à l'épanouissement des personnes qui doivent repartir dans la vie, et que donc je me permettrai de tirer la sonnette d'alarme et que donc j'inciterai les médiants à juger, jauger le pour et le contre de ce qu'ils envisagent, la décision définitive leur appartenant, mais après qu'ils en aient discuté. Mais aujourd'hui, pour n'importe quel justiciable qui aurait envie d'entrer en médiation familiale, il s'y prend comment? Bien, il faut qu'il sache. Et donc, il téléphone, association. Quelqu'un est venu après avoir cherché dans les pages jaunes de l'annuaire. Donc, il a vu le mot couple comme entrée, et puis voilà. Donc, à l'heure actuelle, il faut aller au tribunal. Il n'y a guère d'autres endroits, effectivement. Et donc, pour nous, plus l'affaire viendrait en médiation par une démarche volontaire, plus tôt, on éviterait une espèce de gangrène qui s'installe quand les choses ne vont pas dans un couple. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'alors à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'ils arrivent à la fin de leur histoire, après le jugement, mais bien avant, c'est ça? C'est ce que Madame disait aussi tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Elle disait que s'il avait pu savoir, être informé de l'existence de la médiation, probablement elle serait revenue plus tôt, et que précisément la relation entre les deux concubins ou ex-concubins ne serait pas aussi délétère, ou en tout cas inexistante qu'elle l'a été. Est-ce que les chiffres que j'ai sont exacts? Il y aurait entre 3000 et 5000 médiations familiales en France aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment une estimation grossière, parce qu'il n'y a pas de statistiques qui soient tenues dans ce domaine. Donc on pense effectivement que ça peut être de 2 à 5000. Alors combien de médiations réussies? Combien d'échecs? Alors la réussite qu'attendent largement le médiateur, pour lui la réussite, c'est que les médiants repartent avec un accord écrit. Voilà, avec un accord écrit. Voilà. Oui. Alors ça, c'est la réussite, nette, claire, encore qu'on ne sait pas très bien comment l'accord est appliqué après. Oui. Voilà. En remettant des chiffres à peu près clairs, ça fait combien en proportion d'échecs? Enfin, d'échecs. Échec net, 10%. 10%. Voilà, je dirais bien 10%. Voilà. Résultat moyen, 20%, et puis donc à peu près 60-50% qui sont... où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mais les médians, ils sont aussi pour quelque chose.
Ça vous fait peur lorsque vous l'entendez? Au contraire, c'est rassurant pour vous comme discours? S'il n'y a que 10% d'échecs, moi, ça me va très bien, quoi. J'espère ne pas être dans ces 10%. La médiation, c'est bien quand les gens arrivent à exprimer, quand ils ont les mots pour dire. Si vous êtes en face de quelqu'un qui aimerait mais qui n'arrive pas à l'exprimer ou qui n'a pas les mots et qui se retrouve un peu dans le rôle, enfin bon, très accusé, puisque l'autre formule des reproches et lui ne peut pas dire. Est-ce que vous aidez l'autre? Je crois avoir aidé, en tout cas, à ce que monsieur accepte d'écouter ces choses que madame avait sur le cœur, qui étaient vives. Et monsieur, je crois, a accepté d'écouter. Et mon travail, c'est aussi de redire un petit peu ce que madame a dit avec d'autres termes, que monsieur peut-être acceptera d'entendre plus facilement, puisque moi, je ne suis pas porteur je ne suis que le transmetteur, je ne suis pas l'émetteur du message. Et quelquefois, ça aide à être entendu. Vous l'avez ressenti? Oui. Pardon. Et puis de toute façon, c'est ça qui est bien à la médiation, c'est qu'autrement, j'aurais jamais eu l'occasion de lui dire ce que moi je pensais. Et quand on ne dit pas les choses, on reste dans une situation bloquée. C'est pour ça que je garde espoir, parce que même si, de toute façon, il y aura une évolution. Alors bon, j'espère qu'elle ne sera pas négative, j'espère qu'elle sera positive. Bon, ça aurait été pris la première année de notre séparation, il y aurait eu nettement moins de problèmes qu'il y en a à l'heure actuelle. En conclusion, pour que ça fonctionne bien, il faudrait donc prévenir et alerter les assistants sociaux, les avocats, un peu les psychologues. Enfin, Alors les avocats, quelques difficultés. Ils ont l'impression qu'on leur arrache des clients, entre guillemets, mais le travail qui se fait en médiation, madame vient de le dire, c'est un travail de détail qu'en gros l'avocat n'a pas bien le temps de faire. Pour vous, c'est une voie d'avenir? C'est une façon de relativiser les choses, d'ouvrir des portes, d'élargir le champ du possible, d'élargir le gâteau. Et je crois que la médiation est très utile, devrait pouvoir être utile dans tous les champs, que ce soit le scolaire, les relations entre salariés et employeurs. J'ai obtenu confirmation par un juge de province qui disait que peut-être 17% des situations de divorce pouvaient trouver une issue favorable en médiation. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, mais disons un 6e, bon, le champ est quand même assez élevé. Vous n'êtes pas trop optimiste? Si, bien sûr que si. Parce que finalement, c'est quand même s'immiscer toujours dans la vie intime. C'est ça qui est difficile. Mais oui, qu'est-ce qu'on sait de ce que tout ça, enfin du passé et de l'avenir? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais heureusement, humble, non? Bien sûr. Mais si on déterminait l'avenir, ça serait plus la vie. Oui, bonjour madame, le commissariat d'Anières, lieutenant honoré. Pourrais-je avoir monsieur Bercani, premier substitut, s'il vous plaît? Oui, je vous passe monsieur Bercani. Oui, bonjour, Jean Bercani à l'appareil. Voilà, je vous appelle pour un cambriolage qui a été fait cette nuit. Il y a eu 2 coffres forts qui ont été décellés. Sinon, les locaux ont été fracturés, notamment une fenêtre a été forcée. Donc, ils ont laissé les coffres forts, donc ils ont tout laissé sur place. En fait, on ne déplore pratiquement pas de vol. On n'a pas pu relever d'empreintes, si? Pas pour l'instant. Bon, mais vous restez saisi de l'affaire, mais vous me tenez au courant si jamais l'identité judiciaire pouvait révéler quelque chose d'exploitable? Oui, tout à fait. Allô? On se trouve ici dans la salle opérationnelle du parquet de Nanterre. C'est là qu'arrivent toutes les informations sur ce qui se passe sur le ressort du TGI de Nanterre. Nous sommes avisés de tous les placements en garde à vue. Les commissariats nous téléphonent et nous disent, voilà, dans tel commissariat, la personne en est à ce stade de ses déclarations, voilà les faits qui lui sont reprochés, voilà les éléments que nous avons déjà recueillis, et nous demandent quelle position adopter, quelles investigations poursuivre ou reprendre, et puis quelle est notre décision sur la suite de cette procédure. On peut décider d'un classement pur et simple, et on peut décider de poursuivre une affaire. Et poursuivre peut se faire de différentes manières. D'accord. Quelles sont les blessures de la victime? 0 jours. 0 jours. Bon, vous me transmettez la procédure avec un classement sans suite. Motif, auteur souffrant de troubles mentaux. Oui. Hein, et je vous passe le greffe pour l'enregistrement? Très bien. Voilà, merci, au revoir monsieur. Garde à vue? Oui, je l'ai À quelle heure? 16h45. 16h45. Il est connu, pas connu? Alors il est connu pour des faits plus ou moins similaires, enfin dégradation volontaire de biens privés, 93, violence volontaire en 95, différent avec chauffeur de bus en 88
Alors les faits récents, si on a quand même des dégradations volontaires en avril 97. Ah oui. Violence volontaire en octobre 95. Vous allez faire une convocation en justice sous le fondement des dégradations volontaires. Oui. Et vous lui donnez pour date le 9 avril prochain, mais devant la 15e chambre correctionnelle, à 13h30. Bon, je vous passe le greffe pour l'enregistrement. Merci de nous rejoindre. Je suis très étonnée quand on vous voit, Monsieur Bercani. Il faut dire que vous êtes le premier substitut donc, du parquet. Quand on vous voit répondre au téléphone, dans cette folie d'appel, j'ai envie de dire, mais comment vous faites pour prendre vos décisions? Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte nécessairement. Le premier, c'est l'existence d'une infraction pénale. Les circonstances de la commission d'infraction, la personnalité de l'auteur, son passé judiciaire, sa dangerosité, la nécessité d'une réponse immédiate, tous ces éléments sont pris en compte pour la prise de décision. Ce qui fait un peu peur quand on vous voit, c'est que ça se passe quand même en 2 minutes. Et on se dit en 2 minutes par téléphone comment il fait pour avoir les informations. Alors ça repose beaucoup sur vous et sur les informations qui vous sont données par l'officier de police judiciaire. Il y a des limites et il y a des difficultés. Parce qu'il faut aller vite. Parce que on n'a pas le temps de relâcher, de reposer le téléphone qu'il sonne de nouveau et qu'il faut déjà s'engager dans un nouveau processus, passer du coq à l'âne, passer d'un vol de véhicule au viol commis sur une personne mineure, à l'agression portée sur un enseignant par des élèves, etc. La justice en temps réel, c'est quelque chose qui vous semble nécessaire? Le traitement direct en temps réel des procédures pénales permet d'apporter une réponse rapide, une réponse immédiate à une situation déterminée. Auparavant, on a trop longtemps et trop souvent fait le reproche à la justice de ne pas avoir de réponse adaptée dans le temps. Et la réalité sociale, la réalité quotidienne, nous rappelle sans cesse qu'il est temps d'adapter notre réponse à la situation. Monsieur Honoré, vous êtes officier de police judiciaire au commissariat d'Asnières. Vous êtes assez jeune dans la profession. Oui, ça fait 3 ans et demi que j'exerce mes fonctions. Comment vous concevez votre travail? Justement, il consiste en quoi, votre métier, lorsque vous donnez les informations au parquet? Le rôle de la police, c'est pas d'envoyer les gens en prison, mais de rassembler des preuves. Et ensuite, c'est au parquet et aux formations de jugement de décider ce qu'ils comptent faire des personnes. Donc nous, effectivement, on réunit les éléments, on les présente, en l'espèce, au procureur de la République, ou à son substitut qu'on a au téléphone, et lui prend la décision des suites, et en tenant compte des faits en eux-mêmes, et de caractère, je dirais, beaucoup plus humain lié à la personne. Est-ce que ça veut dire que, justement, partant de votre point de vue sur certaines affaires, vous pouvez parler de façon différente, donc influencer, voire exercer des pressions inconscientes ou conscientes sur le premier substitut, quand vous donnez les informations? Influencer au vu d'éléments, notamment de nature humaine, oui. Parce que quand on rencontre de faits, on peut, je dirais, agrémenter d'éléments personnels. Maintenant, exercer des pressions, je ne pense pas qu'on en soit capable et le parquet serait tout à fait à même de prendre une décision qui est autre que celle que pourrait espérer obtenir l'officier de police judiciaire. Parce que je dis, il y a les faits, il y a la personne, c'est un mélange des deux. Donc pour que ça fonctionne bien, en fin de compte, tout dépend aussi de votre relation, je dirais, de l'officier de police judiciaire. C'est déterminant. Oui, c'est ça, l'équilibre dans ces relations et de la confiance. Non, c'est un point très important, parce que tout repose dans cette procédure du traitement direct en temps réel, des procédures pénales, tout repose justement sur la qualité de cette relation, sur la qualité, sur la compétence, sur la loyauté, sur la technicité, sur l'expérience, sur la confiance qu'il y a entre les deux interlocuteurs. Mais on est fait de chair humaine, comme tout le monde, et le risque de l'erreur, on n'y échappe pas. On doit avoir seulement la conscience de nos propres limites et de nos propres incertitudes. Parce qu'on n'est pas dans une science exacte, on est dans une science humaine, par définition, donc avec la possibilité de se tromper.
Il vous arrive d'entrer en conflit. Par exemple, vous voulez, ne pas poursuivre, et puis l'officier de police dit ça serait quand même... il y a quand même ces faits et il faudrait poursuivre. Il m'arrive de le susciter. C'est vrai? C'est-à-dire de poser la question? À l'officier de police judiciaire, bon, ben j'hésite. Quel est votre sentiment? Vous qui avez eu en face de vous cette personne, qui l'avait encore en face de vous, qui l'avait suivi, entendu, écouté, interrogé, qui avait perquisitionné son domicile, qui avait pénétré une part de son intimité, qu'avez-vous partagé avec elle? Qu'est-ce qu'il en résulte? Quel est votre sentiment? Cela est aussi une source d'information dont je pourrais tirer profit pour que vous écoutez toujours? Une décision. J'en prends acte et ça m'aide à prendre ma décision. Oui. Oui. Pourquoi vous souriez depuis tout à l'heure quand je pose ces questions à M. Bercani? Oh, tout simplement parce que quand vous lui demandez s'il prend en compte ce qu'on peut lui dire ou lui suggérer, lui susciter, oui, je souris parce que ça lui arrive régulièrement. Vous êtes souvent sollicité? Alors souvent, je ne pourrais pas faire de moyenne, mais assez régulièrement par le magistrat, parce que lui, on lui rend compte de faits, il a besoin, je dirais, parfois d'éléments supplémentaires pour se décider. Mais je vous dis, il n'y a pas de moyenne, mais moi et la plupart de mes collègues, sans doute, quand ils ne le sont pas, directement par le magistrat, donnent leur avis, parce qu'ils estiment que ça peut être utile. Alors vous, Michel, il vous arrivait une histoire, on va dire, assez incroyable, puisque vous avez à un moment donné été arrêté pour faux usage de faux de papier d'identité. Puis pour peut-être donner la fin de l'histoire, donc vous avez été jugé puis relaxé. Hein. C'était au moment du renouvellement de vos papiers d'identité. Oui, oui. Vous vous êtes présenté à la préfecture, oui. Et là, la personne qui était en face de vous ne vous a pas reconnu. Elle a fait la différence entre les deux photos. Du passeport et du récépissé. Donc, et à penser qu'il y avait... usage de faux. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que vous êtes de nationalité portugaise, oui, alors que vous ne ressemblez pas franchement à un Portugais. Par la couleur de ma peau. Voilà. Et donc, elle a pensé que c'était un faux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Tout de suite après, elle a fait appel à la police. Et la police est venue me prendre sans ménagement dans le box et je suis parti en garde à vue 24 heures. Immédiatement. Vous avez essayé de vous expliquer? On m'a posé des questions que moi je considère comme étant, en fait, c'était une torture. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit au commissariat du lieu de ma résidence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai été interrogé, je crois, 6 fois pendant des heures et des heures, jusqu'au petit matin. Pratiquement. Et le lendemain, j'ai été déféré pour comparaître en comparution immédiate. Devant le procureur? Devant le procureur. J'ai vu le procureur, c'était très expéditif, c'était 1 minute. Le temps de me poser la question de savoir si... 1 minute? 1 minute, oui. Si je maintenais ce que j'avais dit au commissariat. Je dis oui. Eh bien, monsieur, merci beaucoup, attendez la comparution immédiate. Et j'étais parti. D'après ce qu'il dit, quand même, donc il n'y avait absolument aucune preuve recueillie par les officiers de police judiciaire. Première chose. Deuxième chose, il est immédiatement déféré et donc il se retrouve 1 minute devant le procureur et le procureur décide de le poursuivre alors qu'il n'y a toujours pas des raisons de le poursuivre. Et au bout du compte, l'ambassade même avait été consultée, n'est-ce pas? Et Fairfax. Et l'ambassade a confirmé l'authenticité des documents en ma possession. Est-ce que ce n'est pas là, justement, le cas d'une justice, en tout cas d'un fonctionnement justement trop rapide? Permettez qu'on s'interroge sur la part de subjectivité qu'il y a dans la relation qui est faite. Ouais. Si monsieur a été déféré, c'est qu'au moment où la décision de défèrement a été prise, il semblait que les éléments méritaient d'être portés à l'appréciation du tribunal. Sinon, il aurait été remis en liberté. Il y avait un doute. Ce doute a été levé par le tribunal qui a rendu à votre bénéfice une décision de relax, qui vous a lavé de tout soupçon. Et c'est en cela que le jeu normal des institutions a fonctionné. Le risque de la garde à vue est un risque
que tout citoyen en cour, celui que je suis, celui que vous êtes, la garde à vue, n'empiète en rien sur la présomption d'innocence. En rien. La présomption d'innocence demeure jusqu'à la décision du tribunal, et le tribunal s'est prononcé par une décision de relax. C'est cela que je retiens de cette affaire. Moi, je voudrais revenir à ce temps de garde à vue. C'était la première fois que vous aviez affaire, vous, à la police, et ensuite à la justice. À la justice, voilà. C'est la première fois, et que j'espère qu'elle soit la dernière aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de garde à vue? Mais j'ai été maltraité. Oui, j'ai été maltraité par les policiers. Il y avait des injures, des propos à connotation raciste. Comment vous réagissez à son témoignage par rapport à la garde à vue et à ces injures, insultes? Je précise que vous n'avez rien à voir avec cette histoire, hein, pour qu'il n'y ait surtout pas d'amalgame. Alors je vais prendre deux cas d'espèce. Où il s'est senti insulté, injurié par le cadre, parce qu'il était de bonne foi, parce qu'il avait été arrêté. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de très subjectif, lié à sa personne. Ou s'il y a eu effectivement des insultes à caractère racial, notamment, puisque monsieur en fait état. Il faut dire que s'il y a des fonctionnaires racistes dans la police, ils sont une minorité. La police est une institution ouverte, qui est contrôlée. Ça, c'est franchement un discours qu'on a souvent entendu. Ce que vous venez de dire là. Ils sont une minorité. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Mais la plupart de temps, ça se passe comme ça. Hein. Surtout nous qui n'avons pas la couleur de la peau pas très claire, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Berkani, si, donc, comme c'est dans son cas, donc, il est victime on va dire, d'une erreur, et s'il vous dit, eh bien moi j'ai été, quand j'étais en garde à vue, j'ai été victime d'insultes racistes. Sans l'embauche d'une hésitation, je vérifie les faits, je fais procéder à la vérification de ces faits, et j'ordonne qu'une enquête soit mise en œuvre pour vérifier. Pour peu que quelques éléments me laissent penser que ce n'est pas de mauvaise foi que ces déclarations sont faites. Ce qu'il vous est arrivé, alors j'imagine que par téléphone c'est difficile, mais lorsque quelqu'un donc arrive devant vous, vous dites je me suis trompé ou... Absolument. Oui, sans hésitation, oui. Oui, ça m'est arrivé. Quand on a quelqu'un en face de soi et quand on a la procédure sous les yeux, on peut voir les choses autrement. On peut voir les choses autrement, c'est important. J'imagine que vous êtes souvent empli de doutes aussi. Oui, c'est une évidence. Parce que c'est une responsabilité lourde que votre métier, à tous les deux. Je veux dire, moi, de mon côté police, la responsabilité notamment de placer une personne en garde à vue est très lourde, parce que c'est une privation de liberté. La responsabilité du parquet, M. Berkani, vous me couperez le cas échéant, est lourde aussi parce qu'il décide de présenter. Oui. Mais la responsabilité des formations de jugement, de décider d'envoyer ou non en prison, celle-là est écrasante. Et sans doute pas facile du tout à exercer. J'ai, parmi les attributions qui sont les miennes, celle de recevoir et de former des stagiaires, de futurs magistrats, mais également de futurs officiers de police ou inspecteurs du travail, beaucoup de stagiaires. Et je leur dis, il vous arrivera souvent de pas bien dormir le soir. Je souhaite que ça vous arrive souvent et que ça dure longtemps. Le jour où vous dormirez bien, c'est peut-être qu'il sera temps de vous rendre compte que vous aurez peut-être pas choisi le bon métier. On ne peut pas impunément exercer des attributions comme les nôtres et quitter son service à 18h, à 19h, en oubliant tout le reste et en se disant que, bon, on reviendra pointer le lendemain matin, et cela jusqu'à l'heure que la retraite sonne. Non, donc ce n'est pas un métier, c'est au-delà du métier. Ce n'est pas un métier, c'est ce que je voulais dire. J'aurais dû mettre mes chaussures avant de mettre... On va voir M. Berkani, s'il vous plaît. Oui, bonjour, oui, mes respects, monsieur. Je substitue M. Sierra, capitaine de police à Colombes. Voilà, je vous appelle pour la suite de l'affaire, le vol des cartes bancaires. D'accord. Voilà, alors donc, on a procédé aux auditions concernant donc, ces deux individus. Vous avez terminé, là? Oui, la procédure est terminée, monsieur. Bon, vous pouvez les déférer
13h. De rien, au revoir monsieur, bonne journée. Je vais notifier votre fin de garde à vue. Votre frère a aucun effet, donc vous êtes présenté devant le magistrat, M. Bercani, pour 13h, pour répondre d'un vol en réunion. Les personnes sont déférées en général après la fin de leur garde à vue. Ils passent en comparution immédiate. On les passe à la fouille, on leur enlève tous les objets dangereux qui sont sur eux, puis on les monte ici et on les met en cellule. Une comparution immédiate, c'est la procédure qui permet de juger une personne quasiment dès sa sortie du commissariat. Alors c'est une procédure qu'on choisit dans divers cas. On la choisit soit lorsque les faits dénotent, revêtent une certaine gravité, soit lorsqu'on estime qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Pas nécessairement les envoyer en prison, mais que la réponse judiciaire soit immédiate. Alors entre le moment où une personne est arrêtée et le moment où elle va être jugée, il se passe entre quinzaine, vingtaine d'heures dans les procédures les plus brèves, jusqu'à 48 heures dans les procédures les plus complexes. Asseyez-vous. Alors j'ai ici, à votre casier judiciaire, une condamnation portant sur 8 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assorti de mise à l'épreuve pendant 3 ans pour vol avec violence, dégradation volontaire, vol, violence sur une personne particulièrement vulnérable et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Qu'est-ce qui vous est arrivé hier? Vous êtes deux, votre demi-frère pénètre à l'intérieur pendant que vous restez à l'extérieur pour regarder ce qui se passe. Non, je suis resté plus loin, mais je voulais pas rentrer. Et on dérobe à cette personne un porte-monnaie contenant 69, 70 francs, je ne sais plus. Et toutes ces cartes de crédit, ces cartes bancaires, diverses petites cartes. Vous avez l'air d'un garçon intelligent qui est capable de faire mieux que ça. Hein? Je voulais pas, moi. J'ai suivi, mais en fin de compte, j'aurais pas dit. Plus le temps que je suis dans la galère, maintenant j'ai trouvé une copine, j'essaie de me mettre. Regardez, je suis fiancé. Rangez-vous. J'ai envie de me ranger. Il faut vous ranger. Si je rentre en prison, ça va tout me gâcher. À 19 ans et demi, vous avez largement le temps de vous refaire. Il est encore temps. Si je vais en prison, je ressors, je serai encore dans la rue, je serai encore dans la rue. Eh bien, je vous souhaite de ne pas aller en prison. Je vais faire désigner également un avocat qui sera commis d'office pour vous assister. Et vous serez ensuite jugé pour ces faits d'ici 1 heure à peu près, entre 1 heure et 1 heure et demie par le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Les déférés? Bonjour, Cécile Turon, avocate permanence. Je voulais savoir s'il y avait des dossiers pour la permanence. Oui, c'est le dossier... Et... D'accord. Écoutez, je monte d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord, je vous remercie. Dès qu'on a les informations et qu'on a la possibilité de prendre le dossier, généralement c'est quand il arrive du commissariat, on a accès à la procédure. Ensuite, lorsque la personne est entendue, puisque c'est à ce moment-là qu'on lui demande s'il veut un avocat commis d'office, on a un permis de visite pour pouvoir le voir au dépôt. Et in fine, on va à l'audience plaider l'ensemble des dossiers. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire avant 5 heures, mais ce que je vais demander au président, c'est de retarder, de repousser un peu l'heure de l'audience. Parce que je crois qu'on ne sera pas au point pour 17 heures. Bon. Il va falloir lire les procédures maintenant. Alors... C'est rapide. C'est très rapide. Parce que le parquet, on a tout de suite les dossiers, il faut descendre au dépôt. Et puis c'est vrai qu'après, on prend peut-être pas le temps aussi d'écouter assez les gens en bas au dépôt. Donc c'est vrai qu'on est un peu pressé comme ça, on essaie de satisfaire tout le monde, mais surtout on essaie de satisfaire nos clients. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis l'avocat commis d'office. Je viens vous assister dans le tribunal. Allez-y, asseyez-vous. Bon, je viens de m'entretenir avec vos demi-frères. Bon. Qu'est-ce que vous faites là actuellement? Mettez-vous là.
Tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Vous restez debout, vous, messieurs. Vous avez délibéré pendant combien de temps? Je pense que nous avons délibéré environ 10 minutes, un quart d'heure sur le cas de ces deux jeunes garçons. C'est rapide? C'est un temps normal pour ce genre d'affaires. Ils ont été condamnés à quelle peine? Alors, leur sort est différent. Le plus âgé a eu une peine de 6 mois d'emprisonnement. Le plus jeune, par contre, lui, ne va pas aller qui est avec nous, qui est avec nous aujourd'hui, ne va pas aller en prison. Il a été en effet condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement, mais assorti d'un sursis qui comprend l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, chose au sujet de laquelle nous lui avions demandé son accord et qu'il avait donné, puisque le tribunal ne peut prononcer ce genre de peine qu'avec l'accord de la personne qui va devoir effectuer ce travail. Vous savez ce que vous allez faire? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une peine d'intérêt général? C'est travailler pour le gouvernement, mais sinon pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire. Donc là vous estimez que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais. La justice elle a été gentille, on pourrait dire. Madame Pierce, vous êtes la présidente de la 15e chambre, la chambre des affaires financières, et donc une fois par semaine, vous êtes présidente donc, des comparutions immédiates. Tout à fait. Chaque chambre, en fait, dans le tribunal, a un jour où il prend les comparutions immédiates. Quels sont pour vous les avantages de la comparution immédiate? C'est une procédure qui va permettre, dans certains cas, de mettre immédiatement en détention ou sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire sous une certaine surveillance, on peut dire, certains des individus qui ont peut-être besoin de cette réponse immédiate et rapide à ce qu'ils viennent de faire, et puis qui peuvent aussi présenter un certain danger pour la société et que donc on va pouvoir interpeller, déférer et éventuellement mettre en prison immédiatement. Et c'est vrai que la comparution immédiate, elle est assez intéressante parce qu'elle fait peur. Ça a fonctionné pour lui, et tant mieux. Et c'est vrai que, comme c'est rapide, en 48 heures, on va être jugé. Ouais. On a la possibilité de demander un renvoi lors du déferment pour préparer sa défense. Mais c'est vrai que la plupart souhaitent être jugés tout de suite. Parce qu'ils ont besoin de cette réponse rapide. La plupart le souhaitent? Oui, la plupart. Parce qu'ils ont eu peur d'aller en détention. C'est vrai qu'il y a cette peur. Quand on va les voir au dépôt, c'est tout de suite mettre combien je vais prendre. On vous a vu, on vous a suivi, ça a l'air d'être un enfer, c'est rapide. J'imagine que pour la défense, quand même, c'est difficile, tout ça. Oui, il faut être rapide, il faut savoir lire une procédure, parce qu'il arrive parfois qu'on ait les dossiers un petit peu tard, que l'audience, en principe, doit commencer à 16h, mais il arrive parfois qu'on n'ait pas les dossiers à 16h. Donc après, il faut essayer d'être agréable vis-à-vis du tribunal, ne pas le faire patienter, d'être aussi par rapport à nos clients, qu'ils arrivent à l'audience à une heure décente. Et c'est vrai que parfois, il faut courir. La première fois que vous l'avez vu, c'était où? Au dépôt. Ce moment où vous êtes au dépôt, c'est un moment qui est plein d'interrogations, évidemment. Difficile? Difficile. Ouais, c'est insupportable. On est pressé d'être jugé, on est pressé de rentrer en salle et de se faire juger, et de savoir ce qu'il y en est, quoi. De rester en bas, je sais pas. Mais c'est au dépôt, on commence à réfléchir, quoi. On voit que, surtout, ça sert à voir que ce qu'on a fait, c'est pas bien, et que ça t'aide à réfléchir, quoi, surtout. Vous vous êtes vus combien de temps, Madame Turon? Vous avez parlé combien de temps ensemble? 5 minutes. 5 minutes. Donc absolument pas le temps de le connaître. On cible les questions, on va à l'essentiel. C'est vrai qu'on ne connaît pas véritablement la personne que l'on va défendre, mais on la connaît mieux que le tribunal déjà. C'est vrai que c'est un peu dur pour eux. Pas pour nous parce qu'on a l'habitude, mais pour eux c'est dur.
Les temps de défense sont de combien de temps? Parce qu'on entend dire 5 minutes, 4 minutes. Ça dépend si l'affaire est complexe, si la personne déférée nous a dit un certain nombre de choses qu'il souhaite que l'on fasse part au tribunal. Je crois qu'en comparution immédiate, ce qui est important, c'est d'aller à l'essentiel. Le temps moyen, donc vous disiez 15-20 minutes? Je pense que chaque affaire nous prend en moyenne entre 20 minutes et une demi-heure. Et vous traitez combien d'affaires, vous, par jour? En règle générale, je dirais entre 6 et 15 dossiers. C'est quand même un peu de l'abattage. Alors, je ne dirais pas que c'est de l'abattage. Je le dis un peu brusquement, mais c'est vrai que donc on reproche à la justice d'être lente, que ça c'est une réponse rapide, mais est-ce qu'elle n'est pas non plus trop rapide? Est-ce que ce n'est pas le problème de la comparution immédiate? Je ne pense pas. Non, vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Les gens qui sont déférés devant le tribunal ont d'abord ce choix d'être jugés le jour même ou de ne pas l'être. Ils ont certaines garanties qui sont peut-être plus fortes que dans d'autres procédures. D'abord, ils sont jugés par 3 magistrats et non pas par un seul, ce qui, à mon avis, est une très grande sécurité pour celui qui va être jugé. Donc pour vous, la comparution immédiate, de toute façon, c'est une bonne réponse? En règle générale, je trouve qu'effectivement, c'est une réponse qui est tout à fait valable. Ce n'est pas une caricature de procès? Je ne pense pas. Et nous nous attachons à faire en sorte que ça ne le soit pas. Et comment vous prenez vos décisions? Et en fonction de quels critères? Alors, c'est évident que nous prenons en considération les faits, leur gravité, le trouble qu'ils ont pu apporter à l'ordre public, le mal qu'ils ont pu faire à certaines victimes, et puis aussi sa situation, aussi bien familiale que professionnelle, ce qu'il est, ce qu'il nous dit, ses souhaits, tout ça, nous essayons, dans la mesure du possible, d'en tenir compte. Tout dépend effectivement, si vous voulez, de leur degré dans lequel ils sont dans la délinquance. S'ils comparaissent une première fois, bien évidemment, on va essayer toutes les autres solutions, les solutions autres que celles de la prison. S'ils reviennent plusieurs fois, si leurs comportements restent les mêmes ou de plus en plus graves, il est certain que, malgré leur jeune âge, on va envisager une peine d'emprisonnement. Vous aviez déjà été en prison? Oui, arrêté? Et tant que mineur, en 95, ouais. L'été 95. Ouais. Donc là, il a eu presque un régime de faveur, si je puis dire, par rapport à ce que vous dites. Alors, tout à fait. Pourquoi? Bien, tout d'abord, s'il avait été condamné par le tribunal pour enfants, c'était en 95, nous sommes en 98, donc on peut penser qu'effectivement, pendant 2 ans, eh bien, il s'était tenu tranquille, il avait fait un effort. Le tribunal a également compris qu'il a été si effrayé finalement à l'idée de pouvoir aller en prison qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant par une fenêtre et qu'il a été rattrapé un peu de justesse, je dirais, par les policiers qui se trouvaient là. Et tout ça, effectivement, a fait que le tribunal a souhaité lui donner une alternative et lui donner sa chance. Qu'est-ce que vous avez dit au moment du procès? Est-ce que vous avez pris la parole? C'est quand j'ai parlé avec Madame la Présidente. Oui. Je lui ai promis qu'elle ne me reverra plus ici, à part si je suis la victime. Ah oui, c'est une sacrée promesse, ça. Ouais. C'est ça, quoi. En fin de compte, je préfère... Ouais, c'est ça, j'ai promis, c'est ça, voilà. On a passé un contrat. On a passé un contrat. Enfin, là, j'ai décidé d'arrêter. Pour moi, j'arrête, c'est tout. C'est fini. Parce qu'avant, j'étais dans une sale situation, mais maintenant, pour moi, tout démarre bien, quoi. J'ai une copine et tout. Je suis sous un toit, je suis nourri et tout. C'est pas comme à l'époque. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant? Le travail? Le travail, ouais, exactement, le travail. Un boulot fixe. Vous attendiez à quoi, vous? Moi, je m'attendais à faire de la prison, quoi. Vu les antécédents que j'ai eus, que la justice, elle n'allait pas me pardonner. Mais en fin de compte, elle m'a pardonné.
encore une fois. Vous êtes souvent, je ne vais pas dire clémente, mais compréhensive. Ça dépend, tout dépend. Il y a des cas pour lesquels nous n'avons pas à l'être, et puis d'autres où effectivement on sent qu'un déclic s'est produit, que effectivement les choses vont peut-être changer et que n'est pas forcément sur la voie d'une délinquance qui va se répéter. Donc à ce moment-là, effectivement, je crois qu'il faut savoir donner sa chance. Puis, dans certains autres cas, où vraiment la situation semble désespérée, bon, on ne la donnera pas. Sur quel délit vous n'hésitez pas à mettre en prison? Une peine de prison ferme. Il est certain que dès qu'on touche aux stupéfiants et à la cession de stupéfiants, notamment cession de drogue dure, le tribunal n'hésite pas à mettre des peines de prison et des peines de prison qui peuvent être longues, même si l'on comparait pour une première fois devant le tribunal. Et lorsqu'il y a doute? Eh bien, écoutez, lorsqu'il y a doute, la solution s'impose et nous est imposée par la loi. Nous devons absolument relaxer la personne que nous avons en face de nous. Ça, c'est un principe intangible. Quand vous prononcez une relaxe, j'imagine que parfois vous devez croiser le regard aussi des victimes. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on prononce une relaxe ou que l'on remette quelqu'un en liberté, dans certains cas, notamment effectivement ceux des violences conjugales, nous pose quelquefois des problèmes de conscience. Nous nous disons, mon Dieu, j'espère que effectivement nous n'apprendrons pas demain que ces violences ont recommencé, qu'elles ont été plus graves et que bien, que la victime est à nouveau victime d'agissements peut-être encore beaucoup plus graves. Quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez gardé de ces comparutions immédiates? Ou le plus troublant pour vous? Le plus troublant, c'était justement un garçon qui avait 23-24 ans, qui travaillait et qui avait vraiment organisé une espèce avec plusieurs guet-apens sur Neuilly pour suivre des vieilles dames, leur arracher leurs sacs, les faisant tomber en les blessant, etc. Et il avait comme ça fait, entre guillemets, un certain nombre de vieilles dames avec des complices qui étaient blessées, qui étaient... Bon. Et quand il a comparu devant nous, on a mis une peine de prison ferme. Ce garçon m'a regardé et m'a dit « Mais madame, je ne suis pas un délinquant ». Et effectivement, là, c'est quelque chose qui m'a terriblement troublée. Je me suis dit que j'avais complètement raté le message que j'avais voulu lui faire passer. Et il n'avait absolument pas conscience que ce qu'il avait fait, c'était grave et que ça méritait de la prison ferme. Et je crois que si vous voulez, une bonne peine, c'est celle qui est comprise. Donc là, quelque part, on avait raté quelque chose. C'est évident. La peine sert à quoi? La sanction? C'est compliqué, là. Si on se lance dans ce débat, c'est très philosophique. Oui. C'est trop rapide, là. Trop rapide? Oui. C'est une comparution immédiate. Absolument. Bonjour Madame Jouan, Madame Charopin. Ça y est, votre groupe est au complet? Notre groupe est au complet. J'espère que vous allez passer une riche après-midi. Vous êtes donc venu assister aux audiences correctionnelles. Cet après-midi, il y a 3 salles essentiellement qui tournent. 2 salles de pénal général et une salle où on traite plus particulièrement les infractions à la législation sur les stupéfiants. Je sais que quelques-uns d'entre vous pourront assister aussi à la cour d'assises, mais bon, elle reprend que vers 14h30. Bon, messieurs, les étudiants, je vous demande une chose, déjà de vous taire. Deuxièmement, pendant une audience, pendant qu'il y a un avocat qui parle, vous restez en place, vous ne bougez pas. Si vous sortez de la salle, vous prenez vos affaires et vous ne revenez pas. J'essaye en fait de concrétiser un petit peu mon cours de droit. J'ai eu un cours sur l'organisation judiciaire et je viens avec mes étudiants leur montrer un petit peu comment ça se passe, comment on juge, comment je pense que tout citoyen a tôt ou tard un jour affaire à la justice. Et donc je viens un petit peu sur le terrain, leur montrer un peu comment ça se passe sur le terrain. J'ai trouvé qu'ils s'écoutaient énormément parler. Les gens s'écoutent parler, les avocats, le procureur,
les témoins. Ils s'écoutent vraiment parler et à la rigueur, il n'y a pas de répondant entre un parti ou l'autre. C'est préventif. C'est-à-dire ? Bah, ça met en garde un petit peu contre ce qu'il ne faut pas faire. C'était assez dissuasif au point de vue des amendes en fait. Je pense que d'avoir à payer une certaine somme d'argent, ça dissuade de recommencer. Ce qui serait pas mal, c'est justement de réinsérer dans toutes les classes, n'importe quelle classe, par exemple une heure de droit par semaine. Je sais qu'ils ont remis l'instruction civique, je sais qu'ils l'avaient enlevée, et depuis quelque temps ils l'ont remise. L'éducation nationale l'a donc remise, et ce serait quand même pas mal qu'il y ait une heure de droit pour savoir pour connaître chacun ses droits, ses obligations aussi. Le nombre de jeunes qui sont agressés aujourd'hui dans le RER et qui n'iront pas porter plainte parce qu'à quoi ça sert? Ça augmente un chiffre. Oui, moi ça m'est déjà arrivé, je vais pas porter plainte. Toute personne bougera si on est en groupe. Voilà. On est 4-5, 3-4 personnes viennent nous embêter. Là on bougera parce qu'on est en égalité ou on est plusieurs. Au pire on... Si il y a un assassin avec un fusil à la main. À la fusil à la main? Vous êtes 4 derrière lui, qu'est-ce que vous faites? Vous l'empêchez de tirer, vous le laissez tirer? Ça dépend, personnellement ça dépend dans quel état il est. Là je sais pas, je suis pas dans la situation. Moi je suis dans cette situation. On a tué mon fils, on l'a assassiné mon fils. Il y avait 4 ou 5 personnes derrière lui. Moi j'estime que ces 4 ou 5 personnes qui étaient derrière auraient pu tout au moins essayer de le retenir. Ouais, mais moi j'avais plus que mon fils au monde, j'ai plus que lui au monde, j'avais plus que lui, j'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma famille, j'avais plus que lui pour me reposer. Depuis 2 ans, c'était un calvaire pour moi d'avoir perdu mon fils. Depuis 2 ans, vous ne pouvez pas savoir. Mon fils a été assassiné pourquoi? Pour rien, pour un crime gratuit, monsieur. Ah, tout à fait, mais... Toutes les nuits, c'est des cauchemars. C'est pas possible. Je n'arrive pas à croire qu'on m'a assassiné mon fils. Là, vous m'en parlez, je suis pas dans la situation. Je peux vous dire, je suis d'accord avec vous que les jeunes auraient dû bouger, que toute personne de toute façon. Mais il faut comprendre même les gens qui étaient à leur fenêtre auraient pu appeler la police, faire quelque chose pour essayer de sauver mon fils. Les gens sont ingrats. Je me mets dans la situation, je me fais agresser par 4 personnes. Je suis tout seul, je suis content que les gens me mettent. Vous croyez que moi je vais me l'ouvrir personnellement? Vous croyez que je vais avoir comme quelque chose dans les culottes, des couilles comme on peut dire? Pour vous défendre? Pour me défendre? Mais attendez, ils sont 4. S'ils me sortent un couteau, je me fais planter. J'ai gagné quoi? Je me serais fait piquer mon cuir. Non, je suis d'accord avec vous là. Je vais pas m'ouvrir. Moi je parle des gens qui sont autour, moi. Je parle pas de vous, moi là. Je suis d'accord avec vous. Je parle des gens qui sont autour et qui ne sont pas là pour... Mais madame, si quelqu'un a une arme, enfin... Je veux dire, je sais pas, moi je vois quelqu'un qui agresse une autre personne avec une arme, je veux bien avoir tout l'esprit de citoyenneté que vous voulez, j'irai pas m'interposer parce que je sais très bien que la balle elle sera pour moi. Alors d'accord, c'est très égoïste. À la place d'avoir un mort, malheureusement c'est votre fils, mais vous croyez qu'il aurait pu avoir 3, 4 morts? Il aurait pu tirer dans le tas, il aurait pu tuer des nourrissons, des choses comme ça. Je comprends. Vous croyez franchement qu'il va être puni selon ce qu'il a fait? J'espère en la justice. J'espère en la justice. J'ai entièrement espoir en la justice française. J'espère qu'il sera puni correctement. Surtout s'il y a des preuves, c'est des témoins, il n'y a aucune raison pour qu'il soit puni. Je n'avais plus que lui au monde. Ah mais je comprends. Il fait se marier, venir vivre avec moi à la campagne. Parce que je ne voulais plus le laisser sur Paris. Dans des quartiers trop durs, des quartiers qui sont... Je sais plus, je suis trop émue pour continuer à vous dire, mais... Madame Petit, vous êtes la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre et on est ici dans l'une des chambres correctionnelles donc de ce tribunal où l'on entend donc victime et coupable, coupable et victime. Donc nous avons réuni des victimes qui, je crois, disent qu'elles ne sont pas assez entendues. C'est cela, Monsieur Julet? Certainement. On n'est pas entendu parce qu'on attend beaucoup de la justice et on s'aperçoit très vite que l'on est déçu. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez perdu votre épouse, donc... Disons qu'on était ensemble, on a été fauchés par un chauffard qui était ivre. Donc, et après l'accident, c'est vrai que tout s'est mis en marche d'office. Je n'ai rien eu à demander, mais j'attendais beaucoup de la justice. J'attendais non pas une sanction, parce que ça, je ne l'attendais pas. J'attendais surtout une reconnaissance en tant que victime. Et ça... Dès le départ, je me suis aperçu que ça dérapait.
Mais qu'est-ce qui dérapait, justement? Déjà dès le départ, dès le moment où on a enlevé mon épouse, puisque je peux parler que de ça, je l'ai vue partir, et je suis resté après 15 jours sans savoir où elle était. Vous voyez? Il y a eu une demande d'autopsie, Madame la Présidente, je n'ai pas été mis au courant. Donc pendant 15 jours, j'étais là à attendre. Et je me disais, mais c'est pas vrai. Donc après, ça a été un peu le parcours du combattant. L'accident étant survenu le 24 novembre, je n'ai été convoqué chez le juge d'instruction pour avoir connaissance donc des pièces du dossier qu'au mois d'octobre suivant. Il a fallu attendre le mois de juin pour que notre affaire soit citée au tribunal. Donc pratiquement 2 ans après. Voilà. Pas tout à fait. 48 heures avant l'audience, j'ai appris, en fait, que l'individu était dehors, chose qu'on ne m'avait jamais dit. Bon, je n'attendais pas qu'on le garde, parce que je savais très bien qu'il fallait qu'il sorte, un jour ou l'autre. Mais j'aurais trouvé tout à fait normal que ce soit le juge d'instruction qui me dise « il est de nouveau en liberté, avec des mesures... Bon. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que la personne qui conduisait la voiture était en état d'ivresse, était un récidiviste de l'alcool au volant, qu'il avait quand même pris la fuite et qu'il a été rattrapé chez lui, donc, et qu'il était surtout chauffeur routier professionnel, ce qui faisait quand même beaucoup, et qu'il sortait de son travail un quart d'heure avant. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du procès? Quand le procès a eu lieu, en fait, ça a été de nouveau, comment je pourrais dire, quelque chose qui fait très mal, parce que vous êtes là en tant que simple spectateur. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas le droit à la parole. Mais après, quand on parle de l'auteur, on vous dit oui, mais regardez, ce monsieur, maintenant, depuis X temps, il est bien, il a une famille. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis carrément aux Tuileries, en train de regarder Guignol. Je croyais qu'on allait parler, en fait, des faits. Et j'ai entendu parler très longuement de ce qu'il était devenu et ce qu'il allait devenir si on le condamnait. Qu'importe la condamnation, c'est pas ça. Mais vous veniez avec un esprit de vengeance? Pas du tout, un esprit de vengeance, c'était pas ça. Je voulais simplement une reconnaissance de victime. Vous voyez? Et quand, donc, après, il y a eu la sentence a été ce qu'elle est. Je ne reviens pas sur ce qui a été donné. Et quand j'ai vu l'individu se lever, bien qu'il était condamné, et sortir les mains dans les poches, je me suis dit, mais je rêve. Donc on a l'impression vraiment d'être sur la touche. Qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Ça aurait été d'être entendu. Parce que la peine par elle-même, vous savez, si quelqu'un n'a pas réalisé au bout de 2 ans et demi ce qu'il a fait, même si on lui fait faire 5 ans, il ne réalisera pas. Encore une fois, je me suis retrouvé une victime. Parce que j'attendais au moins de pouvoir commencer un certain deuil, me dire, ça y est, cette affaire, bon, je veux au moins que cette partie-là, on essaye de l'oublier. Madame la Présidente, c'est un discours qui revient beaucoup justement de la part des victimes, de ne pas être entendues. C'est comme s'il y avait un abcès énorme qui ne peut pas justement être percé au moment où le procès a lieu. Comment ça se fait? C'est-à-dire que la victime, elle est entendue tout au long du procès pénal à différentes étapes où il se passe des choses différentes et par des personnes différentes. Elle est entendue par les services de police, ensuite elle est entendue par un juge d'instruction et enfin elle est entendue par le tribunal. Mais ce n'est pas le lieu de l'expression de votre douleur. Le lieu d'expression de votre douleur, il peut aussi être ailleurs. Mais le juge d'instruction, il va d'abord vous écouter, il va recueillir vos observations, il va vous entendre, mais lui, il a l'obligation d'établir un dossier et d'entendre aussi les 2 parties. Hein, et de tenir la balance égale. Il ne peut pas préjuger. Et le tribunal non plus. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu, vous, pouvoir dire? J'aurais aimé pouvoir répondre, parce que la question a été posée à un moment donné. Avez-vous pris des nouvelles des victimes? À qui on dit ça? C'est carrément le président qui a posé la question, donc, à l'auteur. Oui. Avez-vous pris des nouvelles des victimes? Oui. Et là, j'ai entendu quelque chose, c'est pareil. C'est, mais pourquoi? J'ai rien fait de mal. Vous, évidemment, vous avez souhaité pouvoir lui répondre, mais le procès
le déroulement de l'audience ne l'a pas permis. Alors la question est posée, qu'est-ce qui s'opposerait à ce que monsieur ait eu la possibilité de répondre? Je dirais juridiquement rien. Mais alors là, strictement rien. Le déroulement de l'audience, le nombre d'affaires que l'on évoque par audience, ça c'est vrai, est à mes yeux excessif. Et je crois que vraiment beaucoup de magistrats, la totalité des magistrats le pensent, c'est vrai qu'il faudrait à ce moment-là avoir du temps. Car pour que ce dialogue s'instaure, pour que cette confrontation douloureuse, monsieur, ne tourne pas quand même à un échange, bon, je dirais, de paroles qui ne mènerait à rien, si ce n'est peut-être à se perdre dans une souffrance réciproque, si vous voulez, il faut quand même un minimum de temps. Et là, je ne sais pas si c'est dans un tribunal que cette parole que vous souhaiterez entendre, elle pourrait être dite. La difficulté vient de ce que la victime a effectivement quelque chose à dire, quelque chose à faire valoir qui est tout à fait intime. Or, on est en permanence face à des interlocuteurs qui ont une mission technique, qui est la mission que la loi leur donne, que ce soit la police, que ce soit la justice. Et en fait, l'aspect purement humain, l'aspect purement sentimental des choses n'est absolument pas intégré. Justement, vous avez aussi une expérience personnelle, donc vous êtes avocat et vous avez été victime d'accidents puis d'agressions. Oui, je suis victime d'un chauffard qui, c'était un samedi soir, vraisemblablement avait lui aussi beaucoup bu. Et non content de nous avoir fait très peur, puisque j'avais mes enfants qui étaient petits à l'arrière, non seulement non content d'avoir détruit ma voiture, quand je sors pour faire le constat amiable, il me tombe dessus et me casse la figure. Bon, il m'a quand même cassé dedans, enfin, c'était assez violent. Et donc, c'est à cet instant qu'effectivement, comme l'a dit monsieur, et d'ailleurs c'est des mots que reprennent toujours, les victimes commencent le parcours du combattant. C'est vrai que c'est... Et moi, je l'ai vécu comme ça, alors que c'est un parcours que je connaissais pour mes dossiers. Mais c'est vrai que la victime s'exprime pas, peut pas dire ce qu'elle a ressenti, comme elle est malheureuse, comme elle est triste, comme elle est... Mais c'est vraiment dommage parce que l'audience, moi je l'ai vécu exactement comme monsieur. Alors ça fait quand même un choc hein, quand on revoit son agresseur. C'est ce que je voulais vous dire, mais c'est un choc bénéfique dont vous avez besoin? Oui. On en a besoin, je crois. Mais elle a lieu, la confrontation? Parce que dans ce qui est dit, elle n'a pas lieu, justement. Il n'y a pas de confrontation. C'est bien le problème. Non, il y a un simple face-à-face, et on le revoit, et puis c'est vrai que ça fait un grand choc. Et c'est dommage, si vous voulez, mais là, encore une fois, je crois que... Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe autrement? Là, il y a une réflexion à mener, vraiment, pour qu'il y ait création d'un statut de la victime, parce que moi, je suis persuadé que l'audience pourrait... véritablement, alors pour monsieur, c'est faire son deuil, mais pour n'importe quelle victime, c'est tourner la page. Et on attend tous impatiemment cette audience pour pouvoir enfin tourner la page. Et on ne la tourne pas. Et vous ne l'avez pas tournée vous-même? Non, moi je ne l'ai pas tournée. Monsieur Degnaud, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos qui ont été tenus précédemment? Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous êtes chauffeur-livreur et vous avez été agressé de 3 coups de couteau, c'est ça? Tout à fait, oui. Mais moi, j'ai pas pu assister, comme j'ai été hospitalisé pendant 13 jours, j'ai pas pu assister à la comparution immédiate. Ah, parce que ça a été une comparution immédiate. Voilà, donc j'ai pas pu assister. Donc... on m'a fait signer un papier pour me porter partie civile, tout ça. Ma femme s'est occupée de trouver un avocat. Et on est repassé après, quand je suis sorti de l'hôpital au bout de 13 jours, on est repassé peu de temps après. Et j'ai confronté mes agresseurs. Et c'est vrai que c'est dur. Vous le souhaitiez, vous? Oui. Ou pas? Oui, pour voir. Je les avais pas vus, donc je savais pas qui c'était. Donc là, ça m'a permis de les voir. Et ça m'a réconforté un peu de les voir pour savoir qui c'était. Ça fait combien de temps que vous avez été agressé? Ça fera 4 mois au mois de le 19 de ce mois, 19 février. Et j'ai des séquelles au niveau... j'ai des problèmes dans mon travail, parce que comme je conduis toute la journée, j'ai mal au dos. Je me demande si je ne vais pas être obligé de retrouver un travail, parce que je ne pourrais pas continuer comme ça longtemps. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir eu cette confrontation, vous, avec vos agresseurs, ça vous a aidé à dépasser quelque chose, ou finalement ça vous a fait revivre, mais dans un mauvais sens, la chose? Ça m'a aidé
Ça m'a été, oui, un peu, certains sens. Donc dans la comparution immédiate dans un cas comme lui, donc vous l'avez regretté que ça se... Oui, je l'ai regretté. Parce que vous n'étiez pas là, ça s'est fait sans vous. J'étais pas là, donc j'ai pas assisté. C'est une observation très intéressante ce que monsieur vient de dire. C'est-à-dire que la procédure de comparution immédiate est une procédure rapide, empêche la victime hospitalisée, qui ne peut donc pas comparaître, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas, d'être confrontée à son agresseur. Et ce que vous dites, je trouve c'est très important, et que peut-être nous, magistrats, on doit réfléchir sur ce que vous venez de dire. Oui. C'est une procédure un peu utilisée dans ces circonstances. Je ne devrais peut-être pas l'utiliser. Mais je trouve que ce que monsieur vient de dire, je le dis franchement, je n'y aurais pas pensé. Ah bon? Je ne pensais pas que je le dis franchement, je ne pensais pas que la procédure de comparution immédiate pouvait engendrer une souffrance pour la victime qui ne... Elle est lésée de son procès. Cette présence de l'avocat de la victime, finalement, monsieur vient de nous dire, ne suffit pas. Elle a privé monsieur de la possibilité de regarder et d'être confronté avec l'auteur de l'agression. Moi, ce que vient de dire monsieur, je le savais. Un des défauts de cette procédure, c'est d'évacuer la victime personne physique. Encore une fois, vous avez raison, juridiquement représentée par son avocat. Voilà. Étant entendu que cette procédure a également un certain nombre de défauts pour ce qui est du respect des droits de la défense, à mon avis, c'est une procédure, je l'assume, c'est une procédure qui souffre la critique quand même. En conclusion, une question très vaste. Quel est le rôle de la justice, Madame la Présidente? Est-ce que c'est réprimer? Est-ce que c'est sauvegarder l'ordre? Est-ce que c'est rappeler et dire le droit à l'opinion publique et aux médias? Quel est le rôle de la justice? L'institution judiciaire est une institution qui structure une société. Mais je crois qu'il y a une question qui interpelle le politique en général. Quel rôle réellement veut-on faire jouer? Ou c'est un rôle accessoire? Le rôle de la justice pénale est de peut-être rétablir la loi et l'ordre pour les uns, de rappeler aux jeunes en difficulté les limites que les pères ne leur donnent peut-être plus. Je ne veux pas parler de pères et de repères, mais enfin quand même, nous sommes dans une société où peut-être aussi le rôle du père est un peu absent. Les professeurs sont des femmes, les magistrats sont de plus en plus des femmes. Et pourquoi est-ce que ceux qui rappellent le repère pédagogique, le repère de la loi, sont des femmes? Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi de prendre en considération les victimes, ce qu'autrefois la justice ne faisait pas assez, il faut bien le dire, ni la société. Et c'est vrai, ce que dit monsieur, tout ce qu'il a dit, ce qu'a dit monsieur aussi, c'est qu'ils n'ont pas toujours été assez entendus. Peut-être que la société oublie aussi la victime. C'est pas uniquement à la justice d'assumer le problème des victimes, si vous voulez. Parce que qui dit victime dans l'institution judiciaire, dit victime qui a porté plainte et qui s'est déclarée. Mais moi je pense aux victimes qui ont honte et qui n'osent pas se dire victimes. Par exemple, des enfants victimes d'abus sexuels dans leur famille ou par des éducateurs qui n'osent pas parler. C'est un problème très préoccupant. Je pense aux femmes battues qui n'osent pas dire qu'elles sont battues parce qu'elles sont à la fois... Elles souffrent et en même temps elles ont honte de ce qu'elles subissent, donc elles se jugent mal elles-mêmes. Et puis, vous avez, très préoccupant également, je dirais la victime terrorisée. Il y a des victimes dans des quartiers quelquefois difficiles, qu'on appelle banalement des zones de non-droit, des hommes, des femmes, des jeunes, qui sont victimes, qu'on menace de représailles et qui n'osent pas dire. Et je pense que nous devons tous, nous, magistrats, intégrer pleinement la victime, pas seulement dans notre tête, mais dans notre parole. Alors, je dois le dire franchement, certains l'intègrent, d'autres pas tout à fait encore intégrés. Je dirais, les juges peuvent mieux faire. Voilà, je le dis très sincèrement. Merci de nous avoir reçus dans ce tribunal.
Et d'avoir rendu par conséquent la justice un peu plus transparente. Finalement, c'est ce que demandent tous les citoyens. Eh bien, merci en tout cas, Mireille Dumas, de nous avoir permis de le dire. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.